Bon, j'ai compté 2 milliards de CDHP. Alors d'après ce qui circule, ce serait le nouveau nom, enfin ce serait le nom d'une sorte d'ISF, contribution différentielle sur les hauts patrimoines. C'est pas généralisé, c'est ciblé. J'ai compté 6 milliards d'années blanches en reprenant soit les chiffres de l'OFCE, 6 milliards 2 ou les chiffres de l'IPP, 5 milliards 7. Et j'ai compté 8 milliards sur la niche fiscale, puisque les Échos nous indiquent qu'on va faire un rabot de 10% sur 80 milliards d'euros de niche fiscale. Est-ce qu'on a le droit de dire qu'il n'y a pas de hausse d'impôts, Mathieu? Ah non, oui, je suis d'accord. Alors d'abord, on joue un peu sur les mots, sur les histoires de niche fiscale, parce que là, si vous prenez les 8 milliards de niche fiscale, en fait, c'est une dépense fiscale. Oui. Et donc, c'est comptabilisé comme une baisse de dépenses publiques. Mais la réalité pour les Français ou pour les entreprises, c'est que ça revient à une hausse de prélèvement. Voilà, donc on joue un peu sur la sémantique, et j'avoue que c'est pas très clair, cette affaire-là. Moi, j'ai tendance à dire qu'une suppression, une réduction de niche fiscale, c'est plutôt une hausse d'impôts qu'une baisse de dépenses. On est tous d'accord. Voilà. On est tous d'accord. Ça, c'est le premier point. Par contre, c'est pas que je veux remettre en cause votre professionnalisme, surtout pas maintenant. Mais dans les 6 milliards d'années blanches, en fait, il y a quand même 5 milliards de prestations. Ah non. Oui, prestations plus pension. Enfin, les pensions. Ça c'est fait à peu près 1 milliard, un peu plus. Et il y a 5 milliards qui sont du gel des prestations. Donc ça, c'est quand même vraiment de la dépense. Donc, si on prend l'ensemble des choses, on est à un peu plus de 10 milliards. Donc ça fait quoi, 8 plus 1 plus 2, ça fait 11 quoi. Bon, 11 milliards, donc on aurait un tiers de l'ajustement budgétaire qui serait lié. Enfin, oui, c'est ça, à peu près un tiers. Ouais. Oui, un quart. Alors, parce que les 40 milliards sont pas clairs aussi. Non, enfin bon, rien n'est clair. Marc Vigneault, il mettait 45 dans l'opinion. 45 parce qu'il y a effectivement la mesure de la taxe exceptionnelle sur les grandes entreprises qui est censée s'estomper. Oui. Enfin, disparaître. La question, c'est que faire 40, ça veut dire déjà compenser la baisse, quoi. Oui. Donc c'est pas la vraie consolidation budgétaire telle qu'on l'entend. Bref, mais voilà, c'est vrai que l'idée de dire il y aura pas du tout de hausse de fiscalité me semble en fait aujourd'hui même plus d'actualité. L'astuce, c'est pas de hausse généralisée, c'est génial comme formule. Oui, Marc. Je trouve que vous chargez un tout petit peu la barre, si je peux me permettre, Nicolas, parce que en fait, la nouvelle contribution sur le patrimoine, elle remplace la contribution Barnier sur les hauts revenus. Donc ça, le gouvernement va vous dire, ah non, moi je n'augmente pas. Après, vous jugez comme vous voulez. Mais c'est 2 milliards pour 2 milliards, même si la contribution actuelle ne devrait finalement pas rapporter autant. Bon voilà, ça c'est à peu près un impôt en moins. Je vous en remets un autre qui pèse le même poids. Ils vont vous dire c'est pas une hausse d'impôt. Effectivement, la plupart de l'année blanche, c'est quand même sur les prestations. Donc ça, c'est purement de la dépense. Et en ce qui concerne les niches fiscales, si on prend 10% des niches fiscales, d'abord c'est une option qui est présentée à François Bayrou. Et dans ces cas-là, si on vous prend 8 milliards, l'idée c'est quand même d'en redonner sous forme de baisse d'impôt, si j'ai bien compris, en partie aux entreprises. Donc il n'y aura pas 8 milliards de pure hausse d'impôt. Voyez. D'accord. Non, mais il y a une double bombe. C'est bien, ils m'ont cassé mon effet. Il y a une double bombe fiscale quand même, Nicolas, pour appuyer le propos, qui est cette mesure de coup de rabot généralisé sur les 80 milliards de crédits d'impôt qui vient de sortir du chapeau de Bercy, qui effectivement a été soumise à Matignon. On n'a pas encore l'arbitrage, mais allez dire aux ménages que de 1, vous allez prendre un coup de crédit d'impôt sur votre jardinier, sur votre nounou, au profit d'Hervor. Voilà. Au profit des entreprises, d'autant plus à qui on fait tellement de cadeaux. Le chiffre de 211 milliards vient d'être sorti par le Sénat, ça va pas faire beaucoup de bien pendant l'examen budgétaire à l'automne. Ça, plus le gel du barème de l'impôt sur le revenu, dont le rendement va être assez faible en réalité. C'est vrai qu'on est entre 1 et 2 milliards. Politiquement, c'est une bombe. Je rappelle que la dernière fois qu'on a gelé le barème de l'impôt sur le revenu, c'était sous François Hollande. Alors à l'époque, l'inflation était un peu plus supérieure, on était autour de 2%. On a rentré plus d'1 million de ménages dans l'impôt en 2013. Plus d'1 million. C'était le début du rabot fiscal pour une mesure qui rapporte pas grand-chose. C'est un peu comme les 5 euros d'augmentation des APL qui a mis le feu politiquement alors que ça ne rapportait rien en 2017 ou 2018. Et c'est là où il va falloir voir où commencent les exceptions parce que ils peuvent annoncer un gel du barème de l'impôt sur le revenu puis vous dire immédiatement je vais jouer sur la décote ou je vais pas toucher la première tranche et alors là on rentre dans un truc que vous allez voir ça va être compliqué. Ça va être même topo sur les pensions, on va nous dire que sous un certain niveau de pension on touche pas. Oui, mais ça avait été extrêmement déjà commenté lors du passé, enfin quand là justement le projet de loi de finances n'avait pas été adopté et qu'il y a eu la censure, il y a eu une loi spéciale et la loi spéciale justement gelait les barèmes et une des grandes questions c'était effectivement l'impact sur les foyers fiscaux et donc l'augmentation mécanique de l'impôt sur le revenu et le fait qu'il y avait à peu près c'est quelques centaines de milliers 300 à 400 000 foyers fiscaux qui rentraient dans l'impôt. Là effectivement le gain nous on le chiffre à 1,2 milliard on regarde l'inflation. Oui, c'est ce que j'ai lu, pourquoi ? Parce qu'il y a peu d'inflation, en fait. Peu d'inflation, mais c'est vrai que c'est souvent une bombe un peu politique.
parce que c'est assez mal compris cette affaire. Et en même temps, j'allais dire, en principe de justice fiscale, c'est-à-dire que si vous gelez les prestations, une année blanche, vous devez le faire aussi de façon un peu symétrique. Ça veut être symétrique, c'est-à-dire pourquoi geler les prestations et pas le barème? Ah oui, bien sûr. Et 44% des foyers fiscaux payent l'impôt uniquement. Laurent Vronsky, c'est vous qui avez gagné. C'est vous qui avez gagné. Alors je veux dire, moi j'ai rien gagné du tout, mais vous voyez, je pense que là c'est très intéressant ce débat, mais c'est un débat de spécialistes. C'est-à-dire que 99%. Ah oui, c'est un débat de 99%, j'osais pas le faire, mais 99% des Français ça va leur passer au-dessus ne comprennent pas, si vous voulez, tous ces petits détails, etc. Moi, le impôts, dépenses fiscales versus dépenses publiques. Je pense que ce qui est extrêmement nocif, si vous voulez, c'est que les gens ont compris la petite musique. Et la petite musique, c'est on va tous payer plus d'impôts. Et comme déjà il y a comme un vrai déficit de confiance par rapport à ceux qui nous gouvernent. On sait qu'il y a une instabilité politique. Les gens ont compris que de toute façon, là, ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas très bien ce qui va sortir du Parlement. Mais globalement, les gens pensent qu'il va y avoir plus d'impôts. Et ça, c'est très, très mauvais. Et les gens ne vont pas faire, si vous voulez, des calculs comme sur un Rubik's Cube entre les perdants et les gagnants. Chef d'entreprise en premier. Et donc, ça... Vous ne croyez pas le discours politique qui vous sanctuarise en 26 qui vous donne en tout cas l'impression qu'on vous sanctuarise en 26. Moi, je vais vous dire, la semaine dernière, j'étais à une réunion dans mes terres. Je veux dire, on était 100 industriels à côté d'Argenteuil. Je peux vous dire que le mot d'ordre aujourd'hui, c'est pied sur le frein, pas d'embauche, réduction des investissements, aucune visibilité, incertitude maximum. Donc, dans ce contexte-là, je vais prendre une image, alors qui ne sera pas une image de spécialiste. Vous avez une voiture dont le coffre est chargé de bagages et qui amorce une côte. Et elle a du mal à monter la côte. Vous allez faire quoi? Vous allez enlever les bagages à l'arrière ou vous allez remplacer les bagages par d'autres bagages? Là, on en est là. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans un contexte international où vous avez les États-Unis qui redoublent d'efforts pour attirer des compétences et des entreprises. Il ne se passe pas une semaine sans qu'il n'y ait pas... Qui baisse l'impôt sur les sociétés, qui les régule. Alors ça, c'est ce qu'on voit. Mais après, vous avez des contacts directs, vous avez des tas de, comme par hasard, de réceptions organisées où on vous invite autour de thématiques et on vous présente le gouverneur du Texas. Enfin bon, je pense que si vous voulez, c'est pas un vieux singe à qui on apprend à faire des grimaces. Et parallèlement, vous avez ce discours ambiant où tout le monde scrute le ciel pour se demander sur qui va tomber le missile. Donc ça, c'est pas bon. Et je veux dire, aujourd'hui, la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait pour redonner confiance aux gens et surtout aux acteurs économiques que nous sommes. Personne aujourd'hui ne pense que, en clair, le discours ambiant va être gagnant-gagnant. Personne. Vous m'avez tué mon étude de la BPI France qui dit que ça va mieux pour les TPE, PME déjà. Là. Mais si vous voulez une étude, forcément, je veux dire, elle étudie le passé. Mais je veux dire, aujourd'hui, on est dans un tel niveau d'incertitude et de raccourcissement de l'horizon stratégique que les décisions, elles se prennent à la semaine. Et ce que j'entends, Laurent, c'est que le message d'Éric Lombard, qui a promis pas de hausse d'impôts pour les entreprises l'année prochaine, n'est absolument pas reçu pour l'instant dans les milieux économiques. Écoutez, vous savez, ma modeste expérience m'a prouvé que les paroles sont des nains et les actes sont des géants. Oui, on se souvient de la disparition de la taxe professionnelle. La réincarnation. Et effectivement, elle a été réincarnée. Vous voulez dire des choses? Allez-y, Mathieu Plane. Effectivement, la question, c'est où les missiles vont tomber. Oui, ça c'est vrai. Clair, parce qu'ils vont tomber. Donc, à partir du moment où vous avez 40 milliards cette année et autour de 100 milliards d'ici la fin de la décennie, il va y avoir beaucoup de missiles. La question, c'est où est-ce qu'ils tombent et qu'est-ce que ça fait sur l'économie. C'est la grande question. Moi, ce qui me semble, c'est que, en raison de l'échiquier politique aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas avoir de visibilité parce qu'on voit qu'on est dans des négos permanentes, parce que le risque de censure est très fort, le risque de faire adopter, donc il faut contenter tout le monde. Donc, à la fin, effectivement, on fait des choses un peu, éventuellement, à minima. Et puis surtout, on n'a pas de visibilité de moyen terme, en réalité. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est dans une situation assez inédite de ce point de vue-là. C'est à la fois d'avoir une situation budgétaire qui est quand même dégradée, et surtout très dégradée par rapport à nos voisins, ce qui est quand même nouveau, et une crise politique. C'est ça vraiment l'élément. Et là, on est à 3 jours des annonces, et on spécule en fait sur ce qui peut être annoncé, alors qu'on n'a fait qu'une toute petite partie du chemin qui va être à réaliser d'ici la fin de la décennie. Moi, je pense que, vu l'ampleur des ajustements à faire, justement, il faut une feuille de route qui soit assez claire de la stratégie qu'on doit adopter avec une montée en charge. Et comment on fait participer
l'effort un peu collectif, parce qu'il faudra une forme de solidarité aussi autour de tout ça. Votre avis, je pense qu'il vaut mieux. Tout en maintenant la compétitivité, la croissance, l'emploi, l'investissement, l'innovation. Mais au fond, 100 milliards, c'est massif. C'est massif, et il faut, comme l'a dit souvent et démontré Éric hier ici, il faut raconter l'histoire aux gens avant d'engager les trucs à la petite semaine, à peu près illisibles et incompréhensibles. Alors, il y a eu une étude que j'ai trouvée courageuse de ce centre de recherche rattaché au CEPREMAP et à l'École d'économie de Paris, l'IMIP, dirigé par Lionel Fontanier, que vous connaissez. Il s'est dit, sur quoi, mes missiles, où est-ce qu'ils sont le moins récessifs? Ah, il a trouvé les cibles. Bah alors là, c'était costaud, hein. C'était une potion. Ah ben là, je pense que tu pilonnais les 14 fois. Ça marche dans le modèle, mais je crois qu'en réalité, dans le modèle, tu pilonnais les retraités et les chômeurs. Ils ont des multiplicateurs négatifs sur les effets, ce qu'ils appellent les transferts bismarckiens, c'est-à-dire tout ce qui est retraite et chômage, qui fait qu'en gros, les retraités sont obligés de se remettre au travail quelque part. Oui, c'est ça. Des offres de travail. Voilà. La question, c'est est-ce que vous avez des emplois en face? Comment politiquement ça peut être fait? Mais sur 150 milliards, vous aviez quasiment 120 milliards d'ajustements liés aux retraites. Alors qu'on fasse un effort du côté des retraités, c'est la première des dépenses. Si on a... mais 120 milliards, c'est-à-dire que vous baissez 30% leur niveau de vie. Non, mais et puis alors, la mesure sur les chômeurs, tu remplaces toutes les indemnes par un forfait à 700 le mois. Là, non, mais politiquement, voilà, ça peut pas voler. Ça s'appelle un signal prix. Ça s'appelle un signal prix. Oui, mais c'est courageux de sortir un truc comme ça. Oui, courageux. Courageux. La question, c'est est-ce que c'est réaliste en fait, quoi. Est-ce qu'on peut l'appliquer? Effectivement, c'est intéressant ce type de modèle, mais en fait, il y a des mécanismes d'anticipation, des faits d'offres de travail. On voit que là, aujourd'hui, quand on parle même de désindexer, on sent que politiquement, c'est fragile. Et quand on désindexe les retraites, là, on parle pour l'année prochaine de 3 à 4 milliards. Oui, c'est ça. Là, on est sur des montants qui sont colossaux. Donc, ce que je veux dire, c'est que finalement, l'économie politique, là-dessus, c'est la dentelle, quelque part. On voit, parce que vous ne pouvez pas faire des chocs massifs sur une catégorie d'agents. Uniquement quoi. Sauf qu'à force de faire de la dentelle, on arrive à 150 milliards de déficit, 3300 milliards de dettes, et que le travail n'est pas fait au fur et à mesure. C'est censuré tout de suite. Quoi. Ce qui me fascine, c'est que 150 milliards de déficit, c'est devenu depuis Covid la norme française, alors qu'on a débranché des perfs en pagaille. Je me dis. Non, mais parce que pardon, une minute. C'est que le déficit est devenu principalement structurel. Et c'est ça qui est embêtant, c'est que c'est pas conjoncturel ou des mesures exceptionnelles. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose où c'est structurel notre déficit et que si on fait rien, on va rester avec un niveau de déficit élevé. Et à ce niveau de déficit, vous avez effectivement une dette publique en point de PIB qui dérive très vite et qui se stabilise. Le structurel sur les 5,5, globalement, c'est 4% aujourd'hui. Vous avez à peu près 2 points de charge d'intérêt. Donc, on est autour de 4%. En gros, on est autour des 3 points de structurel primaire. Donc en fait, structurel primaire. Hors intérêt de la dette. Donc en gros, il y a 3 points quoi. Marc, désolé, on marque une pause dans un instant parce que là j'ai 20 secondes. Pas du tout. Non mais mais pas tout de suite. On va s'arrêter une seconde, on va laisser la pub. Crink, crink, et on se retrouve pour la suite.